Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau cours de système juridique comparé. Aujourd'hui, je te propose un cours sur le droit japonais. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous verrons dans un premier temps l'histoire du droit japonais, puis les sources du droit japonais. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Tout d'abord, faisons un petit peu d'histoire du droit japonais. En ce qui concerne tout d'abord l'époque féodale. Tu peux noter que jusqu'en 1853, le Japon n'avait aucun contact avec l'Occident. En effet, la pensée traditionnelle japonaise a été principalement influencée par la pensée chinoise. Ainsi, en 1853, les Américains, eux, ont voulu créer un lien avec le Japon au niveau commercial pour créer un vrai commerce international. Le Japon, quant à lui, n'était pas intéressé par la signature de ce traité de libre-échange. Néanmoins, les Américains, avec leur forte influence, ont réussi à avoir l'accord du Japon. D'autre part, avant 1853, tu peux noter que le système japonais était assez archaïque. En effet, on était dans une réelle société de planification, tout à fait comme le modèle qu'imposait la Chine. Pour définir une société planificatrice, tu peux noter que le Japon s'opérait à une réelle division des tâches, mais également des terres au sein de sa société. En effet, la vision de la société était constituée d'une manière à ce que chacun puisse trouver sa place. D'autre part, sur le plan juridique, tu peux noter qu'il y a réellement une constitution des briques du droit japonais qui ont été fondées sur le modèle chinois, au niveau des règles, qu'elles soient répressives ou encore pénales. Le droit japonais a également un système seigneurial à partir du 7e siècle. En effet, cette période va durer jusqu'au 19e siècle. Ici, on va avoir une réelle répartition des terres avec les seigneurs. Nous avons vu également cette division des terres sur le droit allemand. À partir du XIIe siècle, tu peux noter qu'il y a une réelle caste militaire qui va venir gouverner le Japon, notamment la caste des samouraïs. La caste va donc gouverner le Japon par un code de la chevalerie, qui a, elle, beaucoup de mal à être assimilée à du droit. D'autre part, les rapports sont régis par les codes moraux, notamment sur la saisine du juge, qui n'est pas du tout un réflexe en droit japonais, puisque le mode amiable est réellement privilégié. En ce qui concerne les citoyens, quant à eux, ils règlent donc leurs litiges entre eux. C'est vraiment une médiation qui est mise en place, et ça, très tôt. Continuons sur l'histoire du droit japonais. En ce qui concerne les rapprochements occidentaux qui s'opèrent à partir du 19e siècle, donc relativement tard. On a tout d'abord l'ère Meiji. Cette ère va vraiment marquer le début de l'occidentalisation du Japon. Cette ère se situe entre 1778 et 1812. C'est une période qui va vraiment symboliser la fin d'une politique dite d'isolement, la Sakoku. Mais attention, le début de cette ère marque également le début d'une politique ouverte. C'est un système industriel. C'est vraiment la révolution industrielle qui va s'opérer à partir du 19e siècle qui va permettre au Japon d'éclore en s'orientant vers l'Occident. Mais attention, cette ère s'ouvre également grâce à l'essor économique qu'on peut qualifier de spectaculaire et qui va en effet faire du pays l'un des pays les plus importants au niveau du commerce international. Tu peux noter également que cette ère va marquer une nouvelle législation. Une législation qu'on peut qualifier de moderne et qui va donc s'appuyer sur des droits de l'Occident. Donc on va assister à la distanciation réelle du droit japonais au droit chinois, puisque le droit japonais, en effet, va venir se rapprocher du droit occidental. D'autre part, l'occidentalisation marquait la fin des inégalités des traités internationaux qui avaient été créés au détriment des puissances occidentales. Le japonais va également choisir un ordre juridique de civil law, puisqu'ils sont relativement attachés aux traces écrites du droit. Tu peux noter aussi que dès 1869, les Japonais vont vraiment traduire les codes français pour s'en inspirer. Néanmoins, le code civil japonais est aussi inspiré du droit allemand, mais qui lui aussi est inspiré du droit français. Donc finalement, on voit vraiment une belle synergie qui s'opère des différents droits européens au droit japonais. En 1899, le Japon va venir adopter son premier code de commerce,
qui a été établi sur le modèle du Code du commerce français. Ce code de commerce est divisé en 4 parties. En effet, il y a une partie qui est générale, ensuite il y a société commerciale, les actes de commerce et enfin le commerce maritime. Évidemment pour le Japon, le commerce maritime est une partie extrêmement importante et riche. Maintenant, regardons ensemble les particularités du système juridique japonais. Tout d'abord, en ce qui concerne les sources constitutionnelles. Tu peux noter que la constitution japonaise est entrée en vigueur le 3 mai 1947, donc relativement tard par rapport à la France. Néanmoins, ils ont bien une constitution, qui d'ailleurs, en son article 9, pose le principe du pacifisme absolu du Japon. Ce principe va venir quand même être modéré. Le 19 septembre 2015, donc plus de 50 ans plus tard, par des lois qui autorisent les soldats japonais à intervenir pour protéger un allié en cas de difficulté dans un conflit en dehors du territoire japonais. C'est vraiment une loi qui est très importante, car elle va venir chambouler la mentalité du pacifisme absolu du Japon. La constitution japonaise garantit également les droits fondamentaux des citoyens japonais. Elle reconnaît le principe de la séparation des pouvoirs et les pouvoirs de l'empereur. L'empereur, quant à lui, a peu de pouvoir. C'est un pouvoir symbolique, spirituel, qu'on peut comparer au statut donné à la reine d'Angleterre. En ce qui concerne les lois à présent, eh bien le Japon, au niveau de son pouvoir législatif, il appartient à un parlement, comme en France, qu'on appelle la Diète. C'est vraiment l'organe suprême du pouvoir de l'État. Donc le pouvoir législatif est un pouvoir extrêmement important. D'autre part, le Parlement est composé de 2 chambres, qui sont élues au suffrage universel. La Chambre des représentants, quant à elle, elle est composée de membres élus tous les 4 ans. Et c'est elle qui a d'ailleurs le dernier mot en matière législative. D'autre part, on a la Chambre des conseillers, dont les membres sont élus pour 6 ans. Le droit japonais est donc réellement calqué sur le droit français, comme nous l'avons vu tout à l'heure. En ce qui concerne la loi, on regarde bien le pouvoir législatif qui est un pouvoir vraiment suprême. Continuons sur les particularités du système juridique japonais. La jurisprudence. En fait, au Japon, la jurisprudence n'est pas vraiment une source de droit. En effet, c'est une conception réellement civiliste. Le juge japonais est entre autres la bouche de la loi, comme en France. C'est vraiment la particularité du système juridique japonais qui s'est vraiment calqué sur le système juridique français. Il n'y a aucune cour de cassation pour veiller à ce que dit le juge. C'est quand même relativement plus complexe qu'en France, puisque en France, comme tu le sais déjà, nous avons bien une cour de cassation et un conseil d'État, et aussi une cour constitutionnelle qui veille à ce que dit le juge. D'autre part, les lois japonaises sont édictées dans des termes très généraux. Donc il y a beaucoup de liberté qui est donnée au juge pour interpréter la loi, et l'appliquer bien sûr. D'autre part, tu peux noter que le mode amiable du règlement des conflits est vraiment le mode privilégié au Japon. En France, ce mode amiable est réellement imposé que depuis janvier 2020, donc beaucoup plus tard qu'au Japon. D'autre part, tu peux noter que le système japonais donne la possibilité de faire appel à des conciliateurs ou encore des centres de conciliation pour veiller à résoudre les conflits avant la mise en œuvre d'un conflit devant le juge étatique. Donc c'est vraiment une mentalité très particulière, puisque le juge a beaucoup de pouvoir, mais à la fois les justiciables se dirigent dans un premier temps devant un mode amiable. Voilà, j'espère que ce cours sur le droit japonais t'a plu et a su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite surtout pas à t'abonner, à partager la vidéo et n'oublie surtout pas que tout le monde peut apprendre. À bientôt!